Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cet espace pour une heure de travail ensemble autour de la question de l'aliénation parentale. Alors je suis Claire-Anne Sevrin et je coordonne le programme de YAPACA. YAPACA, c'est le programme de prévention de la maltraitance des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, on y travaille de manière transversale avec tous les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire avec l'aide à la jeunesse, les maisons de justice, l'enseignement, la culture, le sport et avec l'ONE également. Alors, dans le cadre de ce programme, nous avons deux missions. Rendre sensible le grand public aux questions liées à la maltraitance des enfants. Alors, c'est sensibiliser notamment par des campagnes mass média, les parents et les adultes de manière générale. Et puis, un deuxième axe qui est informer et former les professionnels qui travaillent avec les enfants et leurs familles. Et pour ce faire, nous mettons à disposition toute une série d'outils que vous retrouverez sur le site de YAPACA, notamment les livres de la collection Temps d'arrêt, des courts textes points de repère, un module de formation en ligne également, des podcasts de webinaires, des enregistrements de conférences et aussi des courtes vidéos, interviews de professionnels qui, en 5-6 minutes, répondent à une question très concrète que chacun peut rencontrer dans sa pratique professionnelle. Et ce webinaire fait partie de ces outils qui sont mis à disposition pour former et informer les professionnels. Alors, nous sommes 150, 160 maintenant à être connectés. Maintenant, voilà, on indique 162, 162 à être connectés. Et vous voyez actuellement 3 des 6 membres de l'équipe de YAPACA, Laurane Baudelot, Diane Huppert et moi-même. Et nous sommes rejointes aujourd'hui par Anne-Catherine Rasson. Alors, pendant le webinaire, vous ne verrez plus que Anne-Catherine Rasson et elle s'appuiera sur un PowerPoint, donc vous aurez à disposition. Vos caméras à vous et vos micros sont coupés, mais pour quand même vous inviter à réagir, à interagir avec nous, à envoyer vos questions, vos suggestions, vos réactions, je vous propose d'utiliser le petit onglet Q&R qui se situe dans le bas de vos écrans. Moi, je le lirai attentivement et je m'en ferai le porte-voix auprès d'Anne-Catherine à la fin de son intervention. Si vous rencontrez des soucis techniques, malheureusement, on n'est pas en mesure de vous aider, mais sachez qu'on enregistre le webinaire et qu'il sera disponible dès cet après-midi sur la page qui vous a permis de vous inscrire à ce temps de travail ensemble. Alors, donc, nous sommes maintenant 164 à être connectés autour de cette question de l'aliénation parentale. Depuis un peu plus de 20 ans déjà, YAPACA attire l'attention sur l'utilisation de ce concept et sur les dangers de prendre appui sur le syndrome d'aliénation parentale qui colle finalement une étiquette sur des situations complexes qui demandent pourtant qu'on les comprenne dans leur singularité et pour tenter d'y trouver des solutions ajustées. C'est sur ce fil que nous avons voulu travailler aujourd'hui avec Anne-Catherine Rasson, qui, avec ses collègues de l'Université de Namur, vient de publier une recherche sur ce concept de l'aliénation parentale. C'est une recherche qui avait été commanditée par le ministère de l'Aide à la jeunesse et qui a été coordonnée par nos collègues de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous retrouverez l'entièreté de la recherche et un résumé de celle-ci sur le site également de YAPACA, toujours sur cette même page qui vous a permis de vous inscrire au webinaire. Alors, pendant cette heure ensemble, nous allons tenter de comprendre comment cette situation invisibilise les enjeux en présence. Comment appréhender la rupture de lien de l'enfant à l'un de ses deux parents. Comment, surtout dans un contexte à haut conflit familial et un contexte de violence, qui sont deux contextes qui doivent être différenciés, distingués. Comment visibiliser la complexité à l'œuvre et la singularité de chaque situation. Comment aussi remettre l'enfant au centre
en tant que sujet de droit et comment repenser la question du lien et de la continuité qui sont nécessaires à l'enfant pour grandir. Et puis enfin, comment mesurer notre responsabilité en tant que professionnel dans ces contextes et dans ces situations de vie de l'enfant. Alors Anne-Catherine va nous proposer quelques pistes de lecture, de travail, pour nous engager à regarder la complexité plutôt qu'à coller des étiquettes, et elle le dira elle-même sans doute, pour regarder la forêt plutôt que l'arbre qui cache la forêt. Et puis finalement pour nous engager à ne plus mobiliser ce concept d'aliénation parentale. Alors, Anne-Catherine Rasson est docteure en sciences juridiques. Elle est chargée d'enseignement à l'Université de Namur et à l'UC Louvain et chercheuse également. Ses travaux s'inscrivent principalement dans le domaine des droits fondamentaux et des droits de l'enfant. Et sa thèse s'intitule La révolution des droits de l'enfant, une étude de la vulnérabilité particulière de l'enfant à l'aune de la justice constitutionnelle belge. Alors, elle est également membre du Centre Vulnérabilité et Société de l'Université de Namur et membre du Centre interdisciplinaire et interuniversitaire des droits de l'enfant. Elle publie régulièrement sur toutes ces matières et vous retrouverez également un lien qui vous permettra d'aller d'aller lire et découvrir ses publications. Anne-Catherine, je vais te laisser dès à présent la parole et puis je te retrouverai pour évoquer avec toi ce que tout un chacun aura ici déposé dans cet espace pour alimenter la discussion entre nous. Un tout grand merci à toi de prendre le temps de nous exposer tout ce que tu as découvert et tout ce que tu as mis en lumière dans cette recherche. Alors, un grand merci, Claire-Anne et Laurane et Diane, pour votre invitation de ce jour et de me permettre d'avoir un espace où exposer en un temps court, mais néanmoins long. Hein. Parler en 35-40 minutes, ça laisse de la place pour parler des principaux résultats de la recherche que donc j'ai conduite avec mes collègues. Merci pour cette introduction. Et bienvenue à tout le monde. Vous êtes 180, donc je suis vraiment très honorée que vous ayez pris un temps de travail, de temps de midi pour venir écouter le résultat de mon travail. J'en suis extrêmement touchée et voilà, donc je démarre. Alors, je me suis mis un petit mémo de temps pour ne pas dépasser le temps alloué. Je partage mon écran et on va pouvoir démarrer. Voilà, normalement, vous devriez voir le PowerPoint. Je le lance en mode diaporama. Si hop, il faut juste que je parvienne. Ah ben voilà, lire à partir du début, c'est parfait, j'y suis. Donc voilà, alors comme Claire-Anne vous le disait, donc, le rapport de recherche qu'on a rédigé avec mes collègues s'intitule donc L'aliénation parentale, études conceptuelles et pratiques en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est une recherche que j'ai réalisée avec mes collègues Marie Gauffaut et Pauline Mailleux, qui sont aussi chercheuses à l'Université de Namur. La promotrice de la recherche, Géraldine Mathieu, professeure en droit de la jeunesse et en droit de la famille à l'UNAMUR. Et alors, comme il y a tout un dispositif de terrain de recherche qualitative qui a été conduit, on a été accompagné par Dan Kaminski, qui est donc criminologue, sociologue à l'UC Louvain. Et donc voilà, c'est avec cette équipe plurielle qu'on a travaillé pendant une grosse année autour de ce sujet. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, alors évidemment, je vais faire des zooms sur certains éléments du rapport. Le rapport complet fait, je pense, environ 250 pages, donc il y a énormément de fils qu'on a tirés. On ne va pas tous les voir ensemble aujourd'hui, mais comme Diane le disait, vous avez le lien vers le rapport. Je l'ai aussi remis dans la présentation. Donc, pour ceux qui voudraient aller découvrir d'autres parties, il y a des éléments supplémentaires dans le rapport. Donc voilà, alors pour aujourd'hui, je voulais quand même vous dire un petit mot du contexte de la recherche, de ce qu'on a fait, le plan, comme ça vous savez un peu tout ce que nous on a déroulé, mais très rapidement, pour ensuite en venir aux éléments qui nous paraissaient les plus intéressants pour vous et pour vos pratiques. On a identifié ça avec Claire-Anne et Diane ensemble. Et donc tout d'abord prendre le temps, et Claire-Anne l'a déjà rappelé ici en introduction, de l'importance dans les séparations complexes entre deux parents, de distinguer les situations de conflit, de haut conflit, et puis les contextes où on est dans une situation de violence intrafamiliale. Et je vous donnerai quelques éléments de définition autour de la notion de violence à partir de travaux récents, notamment d'une loi très récente adoptée en juillet 2023.
Donc, d'abord, bien prendre le temps de faire cette distinction parce que c'est un peu le point de départ de toute la complexité du sujet et de toute la problématique liée à la notion d'aliénation parentale. Et donc, une fois qu'on aura bien posé cette distinction, j'en viendrai à la notion d'aliénation parentale, donc comment on l'a définie dans notre travail, et puis comment nous, on l'a comprise, je dirais, et puis réfléchie, et les éléments de réflexion que moi, je vais vous soumettre ici. Alors, bien sûr, la recherche scientifique, ce n'est pas une vérité absolue, c'est simplement des idées, ce sont des lectures qui suivent des méthodologies très précises et très particulières, qui invitent à la réflexion, à la pensée, mais je serai évidemment très heureuse de pouvoir en débattre avec vous au terme de la présentation. Une fois qu'on aura approfondi cette notion d'aliénation parentale et la lecture assez critique qu'on en a fait, hein, pour cela je rejoins les préoccupations que Yapaka a exprimées il y a déjà un certain nombre d'années, j'en viendrai à vous proposer quelques idées de solutions, quelques pistes de solutions qu'on a identifiées dans le rapport. Alors, je ne vais pas toutes les énoncer, mais les plus intéressantes pour vos pratiques vont être mises en lumière pour enfin, après, faire une très brève conclusion. Et donc, cela étant dit, je démarre avec le contexte de la recherche. Donc, effectivement, l'administration de l'aide à la jeunesse a été interpellée à plusieurs reprises, notamment au regard d'évolutions en droit international et donc de travaux critiques autour de l'aliénation parentale, a voulu un peu mieux comprendre ce concept, ce qu'il signifiait et pourquoi il posait autant de questions et pourquoi il était aussi en tension avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et donc, ce qui était demandé, c'était de faire une étude conceptuelle du sujet et puis d'aller voir dans quelle mesure le concept était encore mobilisé sur le terrain francophone. Alors, dans les limites de la recherche que nous avons conduite, on est une équipe principalement de juristes, donc on a eu un regard assez juridique sur le sujet, bien qu'on a fait cette recherche qualitative et qu'on est allé voir comment le concept était compris et mobilisé sur le terrain. Et alors, on a essentiellement réfléchi ces questions-là en droit de la famille et en droit de la jeunesse. Et donc, au cœur du rapport, il va y avoir vraiment une plus grande compréhension du concept. Donc, on a vraiment cherché à comprendre ce concept en le dépliant d'un point de vue théorique et puis dans les représentations des personnes qui travaillent dans le cadre de séparation complexe. On a également mis en évidence les tensions, les pour, les contre, en essayant de comprendre un peu les logiques sous-jacentes aux différents courants. La mise en œuvre dans les pratiques. Et alors, et Claire-Anne en a déjà dit un petit mot en introduction, on s'est très vite rendu compte qu'en réalité, quand on a, donc j'ai mené au total une cinquantaine d'entretiens, en grande partie avec ma collègue Marie Goffo, et on s'est très vite rendu compte que finalement, on parlait très peu de l'aliénation parentale lors de la plupart des entretiens. Parfois, on n'en parlait pas du tout, parfois, on en parlait très rapidement, mais en réalité, c'était toutes les thématiques sous-jacentes à l'aliénation parentale. La séparation parentale, comment réagir en tant que professionnel, la question du lien, la question des violences, dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, la lutte contre les féminicides, les violences intrafamiliales, etc. Et donc, comment faire pour travailler, réfléchir et agir dans ce contexte-là. Et donc, au final, on s'est rendu compte, la phrase ne vient pas de moi, elle vient d'une des personnes que j'ai rencontrées, que l'aliénation parentale, c'était un arbre, mais qui a créé tellement de tensions qu'au final, on en parle beaucoup, mais qui cachait en fait une forêt de problématiques sous-jacentes, peut-être beaucoup plus intéressantes et fertiles pour pouvoir penser ces situations extrêmement complexes. Donc, notre rapport a été divisé en deux grandes parties. La partie plus théorique, on a donc fait une grande revue de la littérature. Donc, on a d'abord posé toute une série de définitions des concepts clés, notamment en matière de violence, parce que c'est très compliqué de bien comprendre ce qu'est la violence. Puis, on a fait une revue de littérature avec l'origine de la notion d'aliénation parentale et puis les enjeux contemporains avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et puis ceux qui se situent sur un espèce de continuum entre les deux. Et puis, on a fait toute une revue juridique que nous apprenne le cadre des droits fondamentaux, des droits humains en termes d'aliénation parentale. Il y a des critiques assez importantes du Grevio, qui est l'organe chargé du suivi de la Convention d'Istanbul, hein, donc qui lutte contre les violences et les discriminations à l'égard des femmes au niveau du Conseil de l'Europe, qui a vraiment dit qu'il faut arrêter d'utiliser, de mobiliser ce syndrome d'aliénation parentale. Et donc voilà, on a un peu déplié cela mais en allant au-delà et en essayant d'aller voir tout ce que les organes de protection au niveau des Nations Unies et au niveau européen disent de l'aliénation parentale. Et puis on s'est attardé au niveau du droit belge. On a été voir un peu dans la législation belge où se situait la naissance parentale et puis également dans les décisions de justice. Ça, c'est pour la partie théorique. Et alors, pour la partie pratique, on a donc fait cette cinquantaine d'entretiens suivant les critères de la recherche qualitative traditionnelle. Donc, rien de très nouveau pour ceux qui sont intéressés. C'est développé dans le rapport, je n'en parle pas aujourd'hui. Et donc, on a vraiment essayé de d'abord travailler la notion d'aliénation parentale, qui était le cœur de notre sujet, comment il est compris, comment il est mis en œuvre, ce concept, quelles sont ses opportunités et ses risques, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, quelles sont les solutions proposées par les intervenants qu'on a rencontrés. Et puis, on a travaillé toute cette grande forêt derrière l'arbre,
Et il nous est apparu que 5 grandes thématiques ont été largement, longuement débattues lors des entretiens. C'est la place de l'enfant, ça je vous en dirai un petit mot. La question du lien, pareil, je vous en dirai un petit mot. On a beaucoup parlé de la justice familiale, de ses interactions avec la justice pénale, des questions de médiation et de consensus parental, etc. Ça, j'en parlerai moins, mais s'il y a des questions, j'y réponds bien volontiers. La question des violences et enfin le rôle des intervenants sur lequel nous reviendrons également dans le webinaire. Et donc, j'en viens maintenant à mon premier grand point. Donc, le contexte étant posé, la manière dont on a travaillé étant posée, j'en viens à vous parler de ce grand point de départ. Donc, en fait, pour ne rien vous cacher, quand moi j'ai abordé la question de la naissance parentale, donc moi je suis plutôt à l'origine spécialiste en droit de l'enfant. Je travaille avec Géraldine Mathieu, spécialiste en droit de la famille, droit de la jeunesse. Et donc, nous, on pensait la naissance parentale vraiment dans la question des séparations familiales très, très conflictuelles, donc ce qu'on a appelé les hauts conflits familiaux. Et on n'avait pas spécialement anticipé qu'on ne pourrait pas penser la notion d'aliénation parentale sans penser la question des violences au sein des familles, donc des violences conjugales, des violences intrafamiliales. Donc violences conjugales vont plutôt concerner l'autre partenaire et intrafamiliales peuvent également concerner les enfants. Avec une dimension de genre extrêmement prégnante, puisque les chiffres, les chiffres reconnus en la matière montrent que 9 fois sur 10, l'auteur de violences intrafamiliales est un homme, et que donc en réalité, on ne peut pas penser cette question de l'aliénation parentale et des violences sans avoir une dimension de genre, et donc sans mobiliser les droits des femmes. Donc voilà, ça c'était un peu à un moment donné un tournant dans la recherche, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait ce champ qu'on allait devoir traiter, qu'on allait devoir explorer, parce que, pour des raisons que je n'ai pas développées en long et en large, il se fait que la notion d'aliénation parentale a été largement mobilisée dans les contextes de violence, et ce faisant, a créé un lien s'est noué entre concept aliénation parentale et violence. Et donc, ce qui est important de dire à ce stade, et c'est ça que moi je veux faire passer comme message à ce stade-ci, c'est que c'est impératif quand on aborde une situation de séparation familiale complexe, où les choses ne se passent pas bien, où l'enfant est réifié, il est clairement une chose instrumentalisée par les parents au milieu de la séparation. Quand il y a des problèmes de rupture de lien entre un enfant et un parent, l'enfant ne veut plus voir un des deux parents, il est vraiment en rupture de lien. Quand on est dans un contexte comme celui-là, il est primordial de pouvoir vérifier en amont si on est dans un haut conflit familial ou si on est dans un contexte de violence. Et il est important également de bien soigner les mots qu'on emploie, c'est-à-dire quand on utilise le mot conflit, on ne parle pas de violence. Parce que quand on est dans un schéma de violence au sein d'une famille, il n'est pas question de conflit. C'est un autre paradigme, c'est une autre manière de penser les choses. Et donc ça, c'est vraiment ce que la littérature nous apprend et ce que moi j'ai pu entendre dans l'enquête qu'on a réalisée, c'est que vraiment, c'est primordial de distinguer les deux champs et d'utiliser les bons mots. Actuellement, les choses sont encore souvent trop entremêlées et c'est complexe. Alors, ce qui est important de vous dire à ce stade, c'est qu'il est clairement ressorti de la recherche que les hauts conflits familiaux sont vraiment en recrudescence. Il y en a vraiment énormément. Plusieurs personnes issues de l'aide à la jeunesse nous ont dit, mais en fait, moi, c'est la majorité de mes dossiers. La plupart des dossiers, on est dans ce schéma-là. Clairement, c'est ressorti de la recherche, les hauts conflits familiaux où les parents sont tellement embrigadés dans leur conflit qu'en fait l'enfant devient leur chose, devient un objet du conflit, n'est plus un sujet en tant que tel, c'est une maltraitance à l'égard d'enfants. Et donc ça vraiment, que ce soit les magistrats qu'on a rencontrés, que ce soit les personnes issues de l'aide et de la protection de la jeunesse qu'on a rencontrées, nous ont dit c'est de la maltraitance à l'égard des enfants, il faut pouvoir le dire et il faut pouvoir le réfléchir de cette façon-là, parce que notamment l'enfant n'est plus sujet mais objet. À côté de ça, dans la question des violences qui est apparue dans la recherche, c'est que c'est également, bien sûr, une forme de maltraitance, et ce, même si les violences ne sont que conjugales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clairement indiqué dans la littérature, et c'est ressorti de notre enquête, que quand il y a des violences conjugales, l'enfant est victime. Il est victime de cette violence également. On ne peut plus le penser autrement. Et donc, c'est une forme de maltraitance quand on est dans un contexte de violence. Bien évidemment, si la violence est dirigée sur l'enfant, c'est évident, mais également si la violence est dirigée uniquement contre le partenaire. Et l'enfant, évidemment, dans un contexte comme celui-là, est également réifié. Donc voilà. Alors, comment les distinguer? Alors là, on a proposé des définitions dans le rapport. Donc, ce qui est important, c'est de dire, il n'y a pas vraiment une définition unanime, mais les caractéristiques sont les suivantes. Il y a vraiment des divergences importantes sur le plan de la coparenté, un degré important d'hostilité,
et les parents vont sans cesse aller devant les tribunaux. Les services psychosociaux ne parviennent plus à régler par eux-mêmes leurs différends. Mais le critère majeur, et c'est pas simple à détecter, hein, je ne dis pas que c'est simple, il y a des outils, je vais vous parler de quelques outils, mais c'est que les parents sont à égalité. Il n'y a pas de domination d'un parent sur l'autre, il n'y a pas un parent qui est violent de façon systémique, structurelle à l'égard de l'autre. Et donc c'est vraiment ça le critère. Donc il y a un très haut degré d'hostilité, mais les parents sont sur pied d'égalité. Alors là, on est dans un haut conflit familial et on va pouvoir penser agir dans cette situation d'une certaine manière. Puisqu'il n'y a pas de violence, c'est une donnée qui ne doit pas être prise en compte dans la méthodologie, dans la prise en charge. À côté de ça, il y a la violence, ou alors on parle aujourd'hui beaucoup de contrôle coercitif. J'étais à l'Université d'Ottawa il y a 2 semaines pour parler de l'aliénation parentale, parce que ce dont moi je vous parle ici, ça se situe vraiment en Belgique francophone, mais bon, la littérature, évidemment, elle est belge et internationale. Mais tous les constats que moi je formule ici sont en fait tout à fait corrélés par des recherches menées au Canada, parce que là, c'est coordonné par Ottawa, mais également aux États-Unis, également en France, pour être plus proche de nous, etc. Donc, en fait, on a fait toute une table ronde, tout un congrès avec les différents États, et on est vraiment dans les mêmes problématiques, les mêmes questions, les mêmes sujets. Et donc, dans le cadre de ce congrès, on a pu constater que vraiment la notion de contrôle coercitif est au cœur du sujet, mais je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est. Donc, il y a les hauts conflits familiaux à égalité, et puis il y a les contextes de violence. Alors, les notions de violence, nous, dans notre rapport, on a plutôt utilisé des définitions issues de la littérature, mais pour aujourd'hui, je tenais à mettre le zoom, la lumière sur une loi très importante que je pense qui mérite d'être mobilisée dans les pratiques, qui est la loi du 13 juillet 2023, et qui traite de la question des féminicides, mais également des violences intrafamiliales. Et donc, des définitions ont été adoptées qui sont aujourd'hui quelque part les définitions officielles. Donc, une violence intrafamiliale, c'est toute forme de violence qui va survenir dans la famille ou entre anciens ou actuels partenaires. La violence entre partenaires, ce que j'ai appelé tout à l'heure violence conjugale, ce sont toutes sortes de violences entre donc, des partenaires qui formaient ou qui forment encore un couple. La violence physique, ben, c'est celle qui va causer un dommage physique par l'usage illégal de la force. Ça peut être léger, ça peut être grave, ça peut être un homicide. Il y a également la violence psychologique, et c'est celle-là qui est difficile. Et il y a d'autres chercheurs qui travaillent pour le moment qui expliquent vraiment qu'une des difficultés actuelles dans ces situations de séparation, c'est que la violence physique, ben, si elle est vue, elle est su, elle est plus facile à appréhender parce qu'elle est plus visible et elle est plus facilement nommée. Et puis, le paradigme de la violence, il a été pensé dans nos États à partir des violences physiques. C'est beaucoup plus compliqué de comprendre et d'appréhender la violence psychologique, mais aujourd'hui, c'est une de ces violences qui est au cœur du sujet lié à l'aliénation parentale. Et donc, ce sont des violences qui vont causer un dommage psychique ou qui visent à causer un dommage psychique et qui peut prendre la forme, entre autres, d'un contrôle coercitif, de diffamation, d'insultes verbales, etc. Et le contrôle coercitif, c'est donc soit des comportements coercitifs, soit des comportements contrôlants, ça c'est le point 15, et on en vient au comportement coercitif. C'est un acte ou une série d'actes d'agression, de menaces, d'humiliation, d'intimidation ou d'autres abus utilisés pour blesser, punir ou effrayer la victime. Et un comportement contrôlant, c'est un ensemble d'actes visant à rendre une personne subordonnée ou dépendante en l'isolant de ses sources de soutien, en exploitant ses ressources et ses capacités à des fins personnelles, en la privant des moyens nécessaires à son indépendance, à sa résistance et à sa fuite, ou en réglement son comportement quotidien. Et donc, ce sont en fait les comportements coercitifs et contrôlants, ce sont des comportements qui, pris isolément, peuvent à la limite ne pas laisser voir qu'il y a une difficulté, mais que quand on met bout à bout, on se rend compte qu'en réalité, il y a une vraie volonté de dominer le partenaire victime. Il y a la volonté que c'est une forme de chose. La personne en question est la chose de l'auteur et il va tout faire pour avoir ce comportement coercitif et contrôlant. Et dans ce cas-là, on est dans un contexte de violence où on ne peut pas parler de haut conflit familial, mais bien de violence, et on doit réfléchir autrement les questions de séparation et puis de lien dans l'après-séparation. Donc voilà, alors évidemment, ce qui est très compliqué, c'est que comme ces notions de violence psychologique, de contrôle coercitif sont encore aujourd'hui relativement récentes, c'est pas très facile de pouvoir parfois détecter, est-ce qu'on est dans un conflit tellement aigu
ou est-ce qu'il y a cette violence structurelle, cette domination qui va au-delà? Parce que la problématique dans la séparation des enfants, c'est que c'est un espace, comme l'enfant reste commun aux deux parents, c'est un espace pour laisser perdurer ces violences psychologiques au-delà de la séparation, avec le risque que la victime revienne dans un cycle de la violence à un moment donné, parfois pouvant conduire jusqu'à un féminicide. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir le détecter pour les risques qui s'en suivent après pour le partenaire victime et puis pour les enfants. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au début, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est au début de ces notions-là et donc on n'a pas encore beaucoup pour être aidé. Mais l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a financé une recherche permettant qui ont permis d'élaborer des outils visant à détecter le contrôle coercitif. Je vous ai mis le lien ici. Vraiment très intéressant. Ça a été plutôt, c'est pas destiné à des juristes. Donc il y a des outils qui sont encore en cours de préparation pour les juges, par exemple, parce que ce sont pas des outils adaptés à la science juridique. Ce sont plutôt des outils adaptés à la science psychologique. Donc, pour tous ceux qui sont psychologues parmi vous ou qui sont dans des métiers psychosociaux, ce sont des outils normalement qui devraient vraiment pouvoir vous aider. Donc ça, c'est un premier outil assez intéressant. Puis alors, une autre ressource, ce n'est pas un outil, mais il y a un très bel arrêt de la Cour d'appel de Mons du 27 mars 2024. J'y reviendrai dans un instant parce que pour vous l'expliquer, il faut que j'ai avancé un peu plus dans le propos. Mais c'est un arrêt où une magistrate de la Cour d'appel de Mons s'est saisie pleinement de cette notion de contrôle coercitif et en a fait une analyse en vue de rendre sa décision. Et donc, c'est pour montrer qu'il existe aujourd'hui des possibles. Alors, cette décision, à ma connaissance, n'a pas encore été rendue publique. Elle va bientôt l'être, mais elle ne l'est pas encore. Et donc, je peux la transmettre à Diane. Elle peut être rendue publique par Yapaka si c'est possible. C'est possible. Enfin, j'ai une version anonymisée si vous souhaitez la recevoir. Alors, on en vient à présent au sujet, au cœur du webinaire, qui est donc l'aliénation parentale. Alors, je ne vais pas faire de mystère. Dans notre rapport, nous recommandons d'abandonner la mobilisation du syndrome d'aliénation parentale et du concept d'aliénation parentale. Je vais vous expliquer pourquoi dans un petit instant. Mais donc voilà, c'est important de le dire déjà à présent. C'est-à-dire que bon, alors après, on n'a pas pris cette décision au départ, hein. Moi, je vous ai dit, on est arrivé très neutre dans ce sujet. Moi, j'avais jamais travaillé sur la question, j'avais pas d'avis, j'étais pas dans le camp du pour ou du contre. Parce que j'ai moins dit parce que je suis passée assez vite sur le contexte, mais c'est vraiment un sujet, et ça a été très marquant dans notre recherche, à quel point c'était tendu. Il y a des personnes que j'ai rencontrées de façon informelle, je travaille pour le moment sur l'aliénation parentale, qui m'ont dit, si tu es pour, alors je te parle plus, ou bien si tu es contre, je te parle plus. Enfin, j'ai vraiment eu des réactions comme ça, et c'est très émotionnel en fait comme sujet. Dans la littérature, c'est aussi très, très, très sous tension. Dans les entretiens, on a ressenti aussi ces tensions dans un sens ou dans l'autre. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que nous, on est rentré de façon très neutre. Au départ, on n'avait pas d'avis, on ne savait pas si on serait pour ou contre, si on recommanderait d'abandonner ou pas. Après, en fait, c'est vraiment notre étude, pas après pas, qui vont nous emmener à des résultats dont je vais vous parler dans la dia suivante, qui nous ont conduites à finalement se dire, en fait, oui, non, quand on pèse les risques et les opportunités, clairement, il nous paraît que ce n'est pas un concept pertinent pour penser ces situations-là. Cela étant, comme on parlait de l'aliénation parentale, il a fallu la définir. Donc, même si on va proposer d'abandonner le concept, on l'a quand même défini dans le rapport. Donc, ça, c'est un petit paradoxe dans la recherche où parfois on devait trouver une manière de nommer ce qu'on voulait dire sans trop mobiliser nous-mêmes l'aliénation parentale pour ne pas s'auto-contredire. Donc, voilà, on a dû un peu naviguer. On a repris donc cette définition. C'est une définition qui a été reprise essentiellement d'un rapport des Nations Unies rendu par une rapporteuse qui a travaillé la notion d'aliénation parentale, qui est donc une définition qui est extrêmement, je dirais, neutre. Donc, ce sont des actes de la part d'un parent, délibérés ou involontaires, qui va conduire un enfant à rejeter l'autre parent de façon injustifiée. Donc, un parent commet des actes volontairement ou involontairement, et ces actes vont finalement conduire l'enfant à rejeter l'autre parent, et il n'y a pas d'autre raison. C'est uniquement le comportement du parent qui conduit à ce rejet. Et donc, évidemment, quand on est dans ce contexte-là, il y a un risque de rupture de lien entre le parent et l'enfant. Or, on sait, vous le savez en tant que professionnel, et Yapaka traite de cette question-là depuis extrêmement longtemps, sur le fait que le maintien du lien avec les deux parents, c'est un ingrédient indispensable pour le respect des droits de l'enfant, pour le développement de l'enfant. Et donc, évidemment, cette rupture de lien est extrêmement problématique. Et alors, sans autre raison, cette idée, cette origine, cette définition originale, de dire, évidemment, on n'est pas dans un contexte de violence. Parce que s'il y a violence, alors ce n'est pas les actes du parent qui sont à l'origine du rejet, c'est peut-être la situation de violence vécue, entendue, qui va être à l'origine. Et donc voilà, ça c'est comme ça que nous, on a défini la notion d'aliénation parentale dans notre rapport. Et alors, avant d'en arriver aux risques et aux opportunités, il est aussi important de vous dire que
On parle souvent de syndrome d'aliénation parentale ou de concept d'aliénation parentale. Alors par rapport à cela, nous on avait d'ailleurs la recherche pour laquelle on avait postulé, c'était le syndrome. Donc il faut savoir que donc dans la littérature et dans les pratiques, on a retrouvé ça dans les 2 parties de la recherche. On a pu voir qu'il y avait, pour certains, un syndrome, c'est-à-dire un vrai phénomène médical qui appelle une prise en charge thérapeutique. Certains plaidaient ou plaident encore aujourd'hui pour que ce syndrome rentre dans le DSM-5, tandis que d'autres disent: «Mais non, c'est un simple concept, c'est de l'instrumentalisation d'enfants très, très, très exacerbée et donc c'est une situation de fait qui va produire des conséquences juridiques, mais qui n'est pas un, syndrome, psychiatrique» et donc voilà, donc il y avait le SAP, il y avait l'aliénation parentale. Ce qui est déjà assez étrange en réalité, hein. Je veux dire, soit c'est un syndrome, soit ça n'en est pas un. Mais donc ici, on est dans un concept qui n'est même pas rattaché à un champ disciplinaire très clair, puisque pour certains, c'est un syndrome et d'autres pas. Nous, dans le rapport, on a fait le choix de la neutralité, c'est-à-dire qu'on a parlé d'aliénation parentale. C'est pour ça que notre titre est intitulé de cette façon-là. Et de temps en temps, ben, on va dire, ben, là, la personne considère que c'est un syndrome, là, la personne considère que c'est un concept. Donc, on va évidemment parler des deux, mais on est resté dans un langage qui était neutre. Alors, les risques et les opportunités. Alors, au niveau de la mobilisation, donc là, il y a toute une partie dans notre rapport de mise en œuvre. On a montré dans le rapport qu'aujourd'hui encore, de nombreuses personnes de l'aide et de la protection de la jeunesse ou de la justice familiale utilisent le syndrome d'aliénation parentale ou l'aliénation parentale. Certains ne l'utilisent plus du tout et d'autres sont entre deux. Donc, dans le rapport, il y a un petit schéma avec un continuum où on montre qu'il y a vraiment différents courants, différentes manières de le mobiliser. Ce qui est important ici pour le webinaire, c'est de savoir que donc il est, aujourd'hui encore utilisé. Et donc la recherche nous a, mis en évidence, beh, les opportunités, ceux qui l'utilisent, pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent? Pourquoi est-ce que certains auteurs dans la littérature disent que c'est important de l'utiliser? Et puis, tant dans la littérature que, à partir de notre étude des organes de protection des droits fondamentaux que, de la recherche, de nombreux risques ont été évoqués. Et donc là, je vais prendre un petit moment, j'ai quand même un petit bilan de l'heure, pour ne pas, être en retard, mais ça va. Ça va, oui, oui, ne t'inquiète pas. Oui, là, pour le moment, ça va, je suis bien dans les temps. Et donc voilà, alors les opportunités. Ce qui est apparu dans la recherche, c'est que l'aliénation parentale permettait de mettre en lumière cette, je ne vais pas dire nouvelle, parce que pour vous, praticiens, elle n'est pas nouvelle, mais disons que c'est pour vraiment mieux mettre en lumière cette forme de maltraitance que sont les hauts conflits familiaux à égalité. Certains disaient que ce sont les justes mots. Voilà, il y a vraiment ce phénomène d'aliénation. On coupe, l'enfant, d'un parent, on aliène son cerveau. Ce sont les justes mots. Pourquoi est-ce que j'utiliserais d'autres mots? Et alors pour certains, c'est une question de degré. Ben oui, il y a de l'instrumentalisation, mais l'aliénation parentale, c'est l'instrumentalisation qui est telle qu'elle en vient à prendre le risque de couper le lien. Donc c'est vraiment, ça qui était mis en avant dans les opportunités. C'est: «Beh, oui, j'utilise aliénation parentale, c'est un phénomène que je vois, c'est un degré supérieur et ça me permet de nommer une situation que je vois». Ça, c'était les opportunités et quand on lit ça, on se dit: «Beh, oui, ça paraît assez logique». Maintenant, j'en viens aux risques. Alors, au niveau des risques, un premier risque, qui est quand même assez important, que j'avais envie de rappeler donc, c'est l'absence de fondement scientifique du syndrome d'aliénation parentale. Donc ça, il faut quand même être très clair. Là-dessus, la littérature est vraiment très, très, très très, très, très majoritairement convergente. Hem, c'est essentiellement Richard Gardner qui a, écrit sur le syndrome d'aliénation parentale, qui a cherché à en faire un vrai syndrome. Ces travaux n'ont jamais été peer reviewés, n'ont jamais été, publiés dans une, revue scientifique avec un comité de lecture et de rédaction. Et depuis lors, alors il avait vraiment élaboré tout un schéma avec 8 critères qui permettaient de diagnostiquer le syndrome d'aliénation parentale, qui était une vraie maladie mentale, qui devait vraiment rentrer dans le DSM. Il a longtemps plaidé pour, que ça rentre dans les classifications, officielles, puis d'autres qui l'ont suivi ont continué à faire cette demande. Mais, la communauté scientifique a toujours refusé de reconnaître le syndrome d'aliénation parentale. Et donc le syndrome n'est ni dans le DSM-5, ni dans la classification mondiale, des maladies de l'OMS. Donc la communauté scientifique a refusé, il y a encore quelques années, des demandes ont été faites et il y a vraiment eu un soulèvement de la communauté scientifique. Donc le syndrome d'aliénation parentale aujourd'hui est, je dirais presque unanimement reconnu comme étant, non crédible. Même ceux qui en font encore la promotion aujourd'hui, enfin qui font la promotion de l'aliénation parentale, qui sont quand même un peu plus rares dans la littérature qu'avant, vont dire: «Beh, non, c'est peut-être pas tout à fait un syndrome, mais c'est un concept». Alors le problème, c'est qu'après ils utilisent exactement les 8 critères de Gardner, donc en fait on passe d'un syndrome à un concept pour faire taire les problèmes, mais en réalité on est toujours dans cette analyse-là, qui n'a pourtant pas été validée sur le plan scientifique.
Et il s'ensuit un attachement disciplinaire flou. Comme je vous le disais tout à l'heure, Dan Kaminsky, il avait tendance à dire que c'était un concept qui était gluant. On ne sait pas très bien. Il relève à la fois de la psychiatrie et puis en fait, il relève aussi, du droit et des pratiques sociales et donc finalement, de quelle discipline il appartient? Soit c'est un syndrome, soit ça n'en est pas un, soit c'est un concept juridique, soit ça n'en est pas un, mais être les 2 à la fois, c'est quand même extrêmement étrange et compliqué. Donc ça, c'est quand même déjà un premier argument qui est vraiment largement soulevé et qui est important à souligner. Alors un deuxième argument qui est dans un tout autre registre, c'est la, vision très simplificatrice, manichéenne et inadéquate, du mot. Donc déjà, ne fût-ce que les mots aliénation parentale, ça veut dire que, une personne a été aliénante, donc ça renvoie vraiment vers la folie. On nous a beaucoup parlé, dans la recherche, parce que la dimension de genre est ressortie, que c'était vraiment une persistance de la vision des femmes comme, les femmes folles, hystériques, sorcières, ça nous a été dit beaucoup, que c'était un mot qui avait vraiment pu, laisser persister cette croyance, hein, issue, du modèle patriarcal dont on est encore les héritiers, qui est venu remettre ça. Parce que ce sont quand même essentiellement les mères, auxquelles on reproche de l'aliénation parentale. Et puis alors après par rapport à l'enfant, c'est aussi terrible parce qu'alors du coup il est aliéné, ça veut dire qu'en fait il a perdu toute capacité de réflexion personnelle. Et donc voilà, donc déjà les mots, ont été vraiment questionnés dans la recherche et puis alors après c'est, la l'idée de la vision simplificatrice, c'est, beh, ça simplifie tout, ça écrase tout. OK, mais donc du coup on plaque ce diagnostic-là et puis après on n'a plus à réfléchir. Alors que vous, qui êtes sur le terrain au quotidien de ces familles, vous savez à quel point toutes ces situations sont hyper complexes et que ce n'est pas des mots qui vont pouvoir venir nous donner la réponse. Et donc ça a été vraiment mis en lumière dans notre recherche, mais également dans une recherche commanditée par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui a aussi mené une recherche sur l'aliénation parentale, qu'elle a nommée autrement. Je vous ai mis le lien à la fin du rapport pour que vous ayez aussi accès à cette recherche et qui a aussi mis en évidence ce côté simplificateur et alors aussi ce côté manichéen. Mais il y a un gentil, il y a un méchant, il y a un fautif et il y a un non fautif. Il y a vraiment cette idée de dualité, où chacun, se voit coller une étiquette et après, ben, on travaille juste à travers ces étiquettes et on en perd la vision globale, la vision holistique, la question des droits et la question que chacun doit être sujet dans cette situation-là. On nous a aussi dit que c'était un diagnostic sans solution. Voilà, on plaque l'étiquette et puis quoi, qu'est-ce qu'on en fait? Certains nous ont d'ailleurs beaucoup dit: «Mais moi, je m'en fous, moi, je suis sur le terrain, tous ces mots-là, tous ces grands mots-là». En fait, moi, quand les gens parce que souvent, c'est quand même les personnes, hein, qui amènent, la notion les plus grands mobilisateurs de l'aliénation parentale aujourd'hui, ce sont les parents, leurs avocats, les experts judiciaires et puis alors après, dans l'aide, la protection de la jeunesse et les magistrats, là, il y a plusieurs courants. Et donc du coup là, certains, nous disaient: «Beh, moi quand j'entends ces mots-là, je fais: "OK, mais qu'est-ce que vous voulez dire derrière? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi je veux des faits, je veux du concret, ça ne permet pas d'avancer"». Voilà, ça c'est le 2e qu'on peut mettre ensemble, grand argument. Alors le troisième grand argument, c'est la question des droits des femmes, et des enfants. Alors tout d'abord les droits des femmes, il se fait qu'il a été démontré dans la littérature que les mouvements masculinistes se sont rendus compte que le concept d'alliance parentale avait frayé son chemin, dans la justice, dans l'aide à la jeunesse et que c'était un argument auquel, il y avait une certaine sensibilité et que par conséquent, certains hommes violents, je me permets d'être genrée ici puisque je vous rappelle le chiffre 9 sur 10, mais bien sûr des femmes peuvent être violentes, hein, je n'exclus pas, je ne veux pas manquer de nuances, mais je me permets quand même de parler, à partir des statistiques et donc voilà, que certains hommes, à l'égard desquels on faisait des reproches de violence ou aussi de faits d'inceste, pouvaient répondre ça et donc finalement, le risque qui s'en est suivi, c'était une invisibilisation des violences parce que parfois la leçon parentale était retenue et pas, la question de la violence et ce qui en a suivi, ce qu'on appelle un DARVO, qui est un acronyme anglophone, qui veut dire que en gros, l'auteur, donc victime de faits de violence, pardon, l'auteur qui est responsable de faits de violence va réussir à devenir une victime. Donc il y a l'auteur de violence, il y a la victime de violence, mais l'auteur de violence va dire: «Non, non, non, c'est elle qui est aliénante. Mes enfants, ils veulent plus me voir parce qu'elle les a aliénés. C'est elle la fautive. Moi, je suis la victime» et hop, la responsabilité change de camp et la victime change de camp. Ça, c'est le Darvo. Il a été montré que l'aliénation parentale permettait ça, favorisait le Darvo à faire, basculer, l'auteur en tant que victime et la victime en tant qu'auteur. Et puis en plus, le risque, c'est que si cette violence n'a pas été visibilisée, bah, elle va persister lors de la séparation avec le risque, comme je vous le disais tout à l'heure, que le cycle de la violence recommence et quelque part, prendre un risque pour, la femme, de continuer à la subir.
Et alors une autre idée qui est ressortie au congrès d'Ottawa, qui est donc pas dans le rapport, mais que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est une idée assez forte, hein. Elle va peut-être susciter un peu le questionnement, de votre part, voire la critique, mais je le dépose quand même ici parce que je trouve que ça invite à la réflexion. C'est que certains disaient lors du congrès que, l'aliénation parentale, quand c'est utilisé par un homme violent, qu'on est sûr, hein, voilà, on n'est pas dans un contexte à égalité où il y a de l'instrumentalisation d'enfants, ça c'est tout autre chose. On est dans la violence, et que, l'aliénation parentale est un argument qui a été entendu, que c'est une forme de féminicide. C'est pas la femme qui est tuée, mais c'est la mère qui est tuée. Parce qu'il y avait pas mal de survivantes, comme elles s'appellent, qui étaient présentes à Ottawa, qui ont témoigné du fait qu'elles ont été désenfantées, hein, c'est le mot qui est utilisé pour ces femmes à qui on a retiré leurs enfants pour cause d'aliénation parentale. Et c'est là qu'est apparu. Alors je ne veux pas tomber dans la caricature et dans le manque de nuances, donc je dis ça avec beaucoup de précaution, mais c'est pour vous dire ce qui peut ressortir de rapports, notamment au niveau international, quant aux conséquences de la mobilisation de l'aliénation parentale quand c'est utilisé dans un contexte inadéquat de violence. Donc ça, c'est par rapport aux droits des femmes. Il faut savoir que, donc le GREVIO, j'en parlais tout à l'heure, l'organe, qui est chargé de protéger la convention d'Istanbul, et la rapporteuse au niveau des Nations unies, mais il y a également quelques autres décisions plus ponctuelles qui ont été prises au niveau des Nations unies, disent aujourd'hui clairement que le syndrome d'aliénation parentale doit être abandonné parce qu'il invisibilise les violences et parce qu'il crée des violations de droits fondamentaux à l'égard des mères. Donc ce n'est pas juste moi qui le dis dans mon rapport, c'est dans la littérature belge et internationale et c'est dans les recommandations des organes de protection en matière de droits fondamentaux. Même la Cour européenne des droits de l'homme, au fil du temps, a montré dans sa jurisprudence, donc la Cour européenne des droits de l'homme, elle est chargée de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme au niveau européen, a montré que cette Cour a toujours été très, très, très attentive au maintien du lien entre un enfant et un parent. Elle a vraiment une jurisprudence très importante, on en parle dans le rapport sur le maintien du lien, mais dans des arrêts plus récents, elle a quand même remis l'accent sur la violence en disant: «Attention, dans les contextes de violence, le lien doit être pensé à la lumière de la violence, même simplement conjugale» et donc c'est simplement cette idée de dire que le lien entre un enfant et ses 2 parents est primordial. C'est d'ailleurs un droit de l'enfant reconnu dans la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 89 aux articles 7 et 9. Donc c'est vraiment un droit fondamental crucial, important pour le développement de l'enfant, pour sa santé, pour son identité. C'est primordial. Mais on ne peut plus aujourd'hui, dans un contexte où les violences intrafamiliales sont mises en lumière, où on les comprend mieux et on voit les conséquences qu'elles ont à long terme, on ne peut plus penser le lien aujourd'hui sans penser la question des violences. Ça, par contre, c'est vraiment une évolution, un changement de paradigme qui est aujourd'hui en cours et ça se voit dans les travaux parlementaires belges, ça se voit dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme, ça se voit dans les travaux au niveau des différents systèmes de protection des droits de l'enfant, des droits humains, en général. Ça, c'est pour donc la question plutôt droits des femmes et puis globalité avec le lien. Puis après, il y a aussi la question des droits de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il doit avoir son droit à la vie familiale qui est protégé, le lien avec les 2 parents, mais il doit aussi pouvoir être protégé et c'est cet équilibre-là qui doit être fait et qui est extrêmement difficile à faire et ça franchement, c'est un sacré défi au que vous devez relever tous les jours. Je suis vraiment pleine d'admiration parce qu'au quotidien, ça doit être extrêmement complexe. Mais donc, c'est important de continuer à y travailler et de prendre en considération les travaux sur le lien, mais les travaux sur la violence pour vraiment pouvoir bien penser, ce maintien du lien. J'en dirai encore un tout petit mot dans les solutions. Et alors je vais juste vous glisser là, ici, en petite parenthèse, peut-être qu'on peut on et vous renvoyer vers des vidéos que j'ai faites, pour Yapaka, mais au milieu de ce droit à la vie familiale et du droit à la protection, il y a la notion que vous connaissez sans doute tous d'intérêt supérieur de l'enfant. On dit: «On doit prendre la solution la plus adaptée à l'intérêt supérieur de l'enfant». Mais ce qui est un peu compliqué, c'est que moi, ma thèse de doctorat portait sur ce sujet, donc c'est un sujet dont je pourrais vraiment longuement vous parler. C'est qu'on est un peu dans le serpent qui se mord la queue parce que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est finalement le meilleur respect de ses droits et du fait que ses droits à lui sont plus importants. C'est pas, ils sont pas absolus, c'est pas les droits qui doivent tout primer, les droits de tout le monde, de la mère, du père et des enfants doivent être pris en considération, mais dans la balance, l'enfant est plus vulnérable et donc ses droits à lui doivent primer. Et donc l'intérêt supérieur de l'enfant renvoie vers les droits de l'enfant. Et donc on revient à cet équilibre vie familiale, protection, et alors là, ce sera vraiment au cas par cas de trouver la meilleure solution. Et alors, enfin, un dernier risque, et j'en termine avec, ça pour cette dia, c'est qu'à partir du moment où on utilise le concept d'aliénation parentale, on va, considérer que l'enfant a été aliéné et que donc sa parole n'a plus de valeur. Et une des conséquences que j'ai pu observer dans le rapport, c'est qu'alors parfois l'enfant n'est même plus entendu ou il est entendu parce qu'il faut le faire, mais sa voix ne compte plus. On n'apprend pas en considération et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que ça veut dire qu'alors
l'enfant a été sans doute instrumentalisé, enfin, je veux dire, ça ne vient pas de nulle part si on a ce sentiment-là, mais donc ça veut dire qu'il a subi une violation de la part de ses parents ou d'un de ses parents et la réponse institutionnelle va être de dire: «Bah, alors, du coup, moi, je t'écoute pas parce que ton cerveau a été complètement instrumentalisé et est aliéné». Et donc on va répondre, en fait, à une violation de droit par une autre violation de droit. Parce que le droit à la parole de l'enfant, il est reconnu à l'article 12 de la convention, relative aux droits de l'enfant. C'est-à-dire qu'il a le droit d'être entendu et que son opinion soit prise en considération à la lumière de sa maturité et de son âge, donc de son discernement. Alors bien sûr qu'une parole instrumentalisée, c'est une parole qui doit être prise avec précaution, mais c'est pas pour autant qu'elle ne doit pas être prise et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas l'entendre. Et ça, c'est vraiment, une des grandes conséquences négatives de l'aliénation parentale, c'est finalement ce que la coordination des ONG en droit de l'enfant, appelle «silencier les enfants». C'est qu'on en vient du coup à leur couper la parole et on en vient à, les priver de droits dans une situation où ils sont déjà complètement, réifiés, objets du conflit parental. Donc par conséquent, vous l'avez compris, on va recommander d'abandonner, d'utiliser l'aliénation parentale au profit, d'autres, éléments et j'en viens aux solutions, que je vais, dérouler, rapidement puisque j'arrive au bout du temps. Mais donc, on a déjà parlé longuement du fait qu'il est crucial de distinguer les conflits à égalité aux conflits familiaux des contextes de violence. Je vous ai mis un petit schéma, il est dans le rapport, où on voit bien les éléments du conflit normal, le conflit plus important et puis là, on est dans un système de violence. Il y a comme ça toute une série d'outils qui existent. On a essayé d'en renseigner, dans le rapport. Ce qui nous paraît vraiment crucial, le point 2, c'est de complexifier, nuancer. Il faut toujours essayer d'avoir une réponse la plus multidimensionnelle et systémique, ce que ne permet pas l'aliénation parentale ou d'autres étiquettes. Parce qu'aujourd'hui, comme l'aliénation parentale fait l'objet de critiques, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus d'autres mots. Parfois, on va du coup dire, OK, j'utilise plus ce mot-là, mais en fait, je fais exactement le même raisonnement avec un autre mot. Bon, ben ça ne marche pas. Alors, c'est la même problématique. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision vraiment globale, holistique, d'avoir les mots les plus neutres possibles, les plus nuancés possibles. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, dans son rapport, parle aussi d'avoir des solutions qui sont, relationnelles, qui sont dynamiques, qui sont évolutives, qui sont complexes. Vraiment essayer d'être là-dedans, de faire ce plus juste équilibre entre la vie familiale, le maintien du lien, mais la protection contre la violence, même la violence conjugale pour les enfants. Et alors évidemment avoir des moyens pour y arriver. Alors quelques petits exemples, pris, ici. La clinique du lien qui a été, développée par le service marchois, d'aide aux justiciables, c'est un espace, rencontre tout à fait inédit qui sort de méthodologies traditionnelles des espaces rencontres pour proposer une méthodologie dans les contextes de violence et qui a donc entremêlé, la méthodologie relative au lien et la méthodologie relative à la violence et donc ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Agathe Willaume, qui est directrice, du SMAJ et donc qui a mis en place la clinique du lien, a vraiment développé une méthodologie avec toute son équipe extrêmement précieuse et qui invite à penser ça et ça, c'est vraiment le type de méthodologie qui permet d'appréhender tout à la fois la question des auteurs, des victimes et des enfants. Alors le projet d'IAP, c'est un projet qui est en test pour le moment à Mons, où quand dans un contexte de violence, un lien est maintenu entre l'auteur de violence et l'enfant, que ce ne soit pas la victime qui doive, créer ce lien, mais il y a un service spécialement dédié qui accompagne l'enfant, qui a été formé à ça et qui soutient l'enfant dans les retrouvailles avec l'auteur, qui permet aussi du coup d'avoir, des rapports et de pouvoir un peu tracer ce qui se passe dans ces liens entre enfant et auteur de violence. Donc c'est intéressant parce que là, on est vraiment au cœur lien, protection. Et c'est pareil dans l'arrêt de la cour d'appel, de Mons du 27 mars 2024. Sans rentrer dans les détails, c'est pas nécessaire pour ici ceux qui sont intéressés, je mettrai l'arrêt à votre disposition. Mais ce qui est vraiment génial dans cet arrêt, c'est que non seulement la cour s'est fondée sur les droits fondamentaux, l'intérêt de l'enfant, mais également les références aux travaux dont vous parlez tout à l'heure, le Grevio et cetera, avec, en critère central l'opinion de l'enfant et les contrepoids à cette opinion. Mais donc vraiment de construire la réflexion à partir de l'opinion de l'enfant et des droits fondamentaux des enfants, des parents et des parents et tout en cherchant le plus juste équilibre entre protection dans un contexte de contrôle coercitif, donc cette notion-là est développée dans l'arrêt, et de lien, avec au final une lettre adressée à l'enfant pour lui expliquer pourquoi on a suivi en partie son opinion, mais pas complètement. Et donc ça, c'est vraiment un arrêt modèle qui répond à tous les critères en termes de droits fondamentaux et qui, je trouve, peut être vraiment grande source d'inspiration, même si c'est un instrument de justice. Ça peut, je pense, être source d'inspiration et j'en viens à la fin, c'est ma toute dernière dia. La troisième grande recommandation et ça tous les intervenants l'ont dit, il faut vraiment en tant qu'intervenant remettre l'enfant au centre. C'est un sujet, légitimer sa parole, légitimer ses droits, ses besoins, ses intérêts. On doit absolument sortir de tout système qui maintient l'enfant comme un objet, comme c'était, un peu le cas, encore en partie durant le XXe siècle. Aujourd'hui, l'enfant est un sujet de droit dont la parole doit être entendue.
Ça, c'est vraiment notre responsabilité commune. Et enfin, j'en viens à la responsabilité des professionnels. Donc, vous avez une responsabilité majeure dans ces dossiers-là. Franchement, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis vraiment pleine d'admiration du métier que vous faites au quotidien, jour après jour. C'est pas simple. Ce qui est ressorti de la recherche, ce qu'on invite, à faire les professionnels, c'est de garder toujours une neutralité. Alors une forme de neutralité, elle est complexe, elle est pratiquement impossible, elle n'est pas humaine. La neutralité, humaine, c'est impossible, mais de garder plutôt que de la neutralité une empathie suffisante, même dans les contextes de violence, garder une empathie suffisante pour pouvoir, accompagner, de façon la plus ajustée possible la famille, prendre distance avec son, vécu. Donc on recommande évidemment plus de formation, supervision, intervision bien nécessaires dans vos métiers et insuffisamment, financées. Et alors enfin, sur le maintien du lien, donc on mène toute une réflexion autour du lien. Le lien, c'est pas tout le contact physique nécessairement. Il y a plein de sortes de liens et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir penser et je sais qu'il y a déjà plein d'entre vous qui, ont des systèmes de lettres, de boîtes à souvenirs et cetera. Il faut continuer à réfléchir dans ce sens-là. Toujours travailler au cas par cas, je l'ai dit, tout à l'heure et préserver des espaces pour les enfants où ils peuvent s'échapper de, ce conflit familial, qu'ils soient à égalité dans un contexte de violence, qu'ils aient des espaces de liberté où ils peuvent être enfants et rester aussi à leur place d'enfant dans le respect de leurs droits, comme, sujet. Voilà et alors la conclusion de la recherche, c'est de dire finalement qu'après toute cette recherche, c'est une véritable question sociétale, c'est séparation conflictuelle. Et qu'au final, on a eu le sentiment que, la plupart des personnes qu'on a rencontrées, finalement, qu'on a lues, tout le monde est d'accord. Tout le monde veut le bien-être, le respect des droits de l'enfant, un système familial sain. Et tout le monde est d'accord pour dire que les hauts conflits familiaux, ça ne va pas et il faut trouver de meilleures réponses adaptées et que les contextes de violence, ça ne va pas et il faut trouver de meilleures réponses adaptées. C'est plutôt sur le rôle de l'aliénation parentale qu'il y a un désaccord, qu'il y a des tensions, mais au final, nous, on a envie de vous dire que, beh, voilà, ce concept, pour les raisons que j'ai longuement expliquées, il ne nous paraît plus aujourd'hui adéquat et pertinent. On vous recommande de l'abandonner au profit d'autres, méthodologies, visant à avoir cette vision holistique des droits de chacun des protagonistes de la famille et spécialement des plus vulnérables dans le contexte familial et toujours de façon holistique et nuancée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Catherine, pour la richesse de ton propos. Je pense évidemment que chacun est mobilisé par toute une série de questions et que ça vient éveiller voilà, chacun avec les référents qui sont les siens. Je voulais juste souligner quand même ce que tu as dit en toute fin, mais qui a semblé mobiliser quelques-uns ici dans la discussion, c'est que quand on parle du nécessaire lien à maintenir, il ne s'agit pas toujours d'un lien physique proche, que la question du lien peut être travaillée tout autrement. Et c'est sans doute ce que tu viens souligner dans les initiatives de la maison, de l'association du lien, la clinique du lien de Marche en Famenne. Je pense que c'est quand même il y a à concevoir qu'un lien ne passe pas toujours par une présence physique, parce que sinon, je pense que ça peut être parfois perçu comme heurtant que de dire le maintien du lien. Voilà, c'est juste une précision qu'il faut l'entendre dans toute sa nuance et que le lien peut persister aussi à travers la présence que le professionnel peut porter auprès de l'enfant. Donc voilà, ça c'était une précision que je tenais à apporter. Et peut-être aussi mettre le point sur la parole de l'enfant, parce qu'évidemment, on a beaucoup, et tu as beaucoup convoqué l'enfant, mais dans sa place réifiée, quand il est objet du conflit, du haut conflit parental ou bien de la violence intrafamiliale, mais que quand on est professionnel face à ses enfants, on a aussi à pouvoir continuer à entendre sa parole à lui et à être, je veux dire, curieux de ce qu'il a à dire. Et ça m'amène à sans doute une autre réflexion qui est la question de la temporalité qui a été finalement peut-être un peu balayée aujourd'hui, c'est que toutes ces questions, enfin toutes ces, oui, ces questions, ces conflits, ces tensions, ce sont des sacs de nœuds qui prennent énormément de temps à être démêlés et que évidemment là, sans doute que la volonté un petit peu de coller une étiquette, ça va plus vite
Or, on voit qu'il faut sans cesse retrouver, et tu l'as bien dit, hein, des solutions qui sont ajustées à chaque situation, que chaque situation est singulière, et donc ça prend du temps. Et peut-être que là se heurte parfois le temps de la justice, le temps des autres métiers, des milieux psychosociaux, etc. Donc voilà, je me dis que tout ça doit nous animer aussi différemment en fonction de la posture professionnelle qu'on a auprès de ses familles et de ses enfants. Mais en tout cas, un tout grand merci pour la clarté de ton propos. Ça, je pense que d'emblée, c'est souligné dans le chat qui est ici. Euh, que voilà, il y a plein de questions qui s'ouvrent, mais je vois qu'il est déjà 13h57 et que certains disent déjà qu'ils doivent s'en aller et nous quitter. Donc, je propose qu'on n'ouvre pas la discussion, mais ce qu'on va faire, c'est vraiment compléter la page du webinaire avec toutes les références que tu nous as partagées pour que chacun puisse continuer à creuser cette question de là où il est. Et que nous, évidemment, on sera bien attentifs à travailler et à continuer aussi à travailler à ce que tu nous as présenté comme piste de solution, c'est-à-dire valoriser des pratiques professionnelles qui existent déjà dans le réseau. Ton PowerPoint, parce que ça, certains le demandaient aussi, pourra être partagé sur la page du site de Yapaka. De nouveau, hein, cette même page qui vous a permis de vous inscrire ici. Et les documents annexes également. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Anne-Catherine? Oui, comme je vois que finalement, on ne fera pas les questions-réponses. À mon avis, on a dû perdre du temps au début, parce que je crois que je vais vraiment rester dans mes 42 minutes. Mais en tout cas, c'est ce que mon petit truc me disait. C'est le fait que par rapport au lien, ouais, c'est super important. J'avais quand même envie de dire un tout petit truc par rapport à ça. C'est intéressant parce qu'en fait, en fonction des personnes qu'on a face à soi, et c'est vrai que quand on est en webinaire, en plus, on n'a pas le visuel et donc on ne sait Tout à pas fait. s'ajuster. Mais quand j'ai présenté aux avocats la recherche, ils trouvaient que je n'étais pas assez maintien du lien et que j'étais trop protection et violence. Et donc visiblement Ah, ici, c'est voilà. d'autres réactions qui ont été suscitées. Et donc voilà, moi, c'est pour vous dire que vraiment, on fait des longues pages dans le rapport sur le maintien du lien. Clara l'a dit, sur le fait que, en fait, pour nous, l'erreur fondamentale, c'est qu'en droit, on continue à penser le lien contact physique ou pas, avec d'ailleurs les espaces rencontres où les travailleurs font évidemment un travail formidable et c'est vraiment super, mais qui ne semblent pas suffisamment nuancés pour permettre justement un lien qui puisse se décliner sous toute une, sur un continuum différent. Et donc, nous, on plaide vraiment pour un lien qui parfois peut être sans aucun contact ni physique, même aucune relation. Tu as la possibilité de nouer une relation, mais à Mhm. distance, sans physique, et puis après le contact physique, et qu'au cas par cas, dans chaque situation, on va devoir trouver la meilleure solution adaptée. Quand on parle du lien, c'est simplement que l'enfant ait connaissance de son histoire, de ses origines, et qu'il ait une trace. Et ça, je suis quand même assez convaincue que même dans un contexte de violence, avec un parent qui a fait des choses monstrueuses, l'enfant doit pouvoir connaître son histoire. Mais le lien, ça peut être simplement qu'il y a un narratif autour de son histoire accompagné par un professionnel formé. Le lien physique, il est parfois impossible pour toute la vie et c'est tout à fait OK. Et ça, c'est peut-être pas encore assez entendu d'ailleurs au niveau juridique, hein. Je pense qu'on a vraiment encore du travail à faire. La loi Mhm. hébergement met beaucoup plus l'accent sur le lien et d'ailleurs mobilise l'aliénation parentale dans les travaux parlementaires et ne parle pas de la violence. Et ça, c'est pour moi un champ juridique qui doit vraiment profondément évoluer. Donc voilà, ça, je tenais vraiment à le dire si ça n'avait pas été assez clair, parce que pour moi, c'est vraiment un élément essentiel de cette recherche. On a justement très fort challengé le droit de la famille dans la recherche à ce sujet. Et alors oui, la parole de l'enfant, pour moi, c'est une des réponses primordiales Mhm. de tous ces sujets. Je pense que c'est un des points de départ de la réflexion. Donc voilà, tout simplement pour dire que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je voulais quand même en dire un petit mot pour que ce soit bien clair. Au moins, j'aurais pu répondre à ces deux formes de questions-là. Voilà. Mais je suis vraiment désolée hein, de ne pas, voilà, de ne pas pouvoir m'arrêter sur toutes les questions qui ont été déposées. Ceci dit, on va te les transmettre, hein, donc, parce que ça nourrit toujours nos réflexions et c'est pas dans l'idée de les balayer, c'est que le temps nous rappelle à l'ordre et que je trouve qu'on doit respecter le temps parce que chacun a bloqué 1 heure dans son agenda et donc doit pouvoir continuer. Mais voilà, on va continuer à nourrir cette page et donc je pense que plonger dans ce que tu nous proposes comme outil de réflexion et de lecture pourra enrichir chacun dans les questions qu'il a déposées ici. Ça, j'en suis bien certaine. Donc Et voilà. merci beaucoup à tous d'être restés du coup toute l'heure, hein, vraiment. Ah oui, mais merci beaucoup à tout un chacun. Je pense qu'on a été plus de 190 à être connectés.
aujourd'hui pour écouter. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui continue à nous mobiliser dans nos pratiques professionnelles quotidiennes. Donc, un tout grand merci. Nous, de notre côté, dans l'équipe de Yapaka, on va continuer à enrichir cette thématique et cette page. Et alors, avant de vous quitter, vous indiquer que notre prochain webinaire sera au mois de septembre avec Ayala Borghini, le jeudi 12 septembre, autour de la sensibilité à être au monde pour les enfants et la manière dont on peut, en tant qu'adulte, accompagner ces enfants euh, avec une sensibilité fine au monde. Voilà, un tout grand merci. On laisse encore 2-3 minutes ouvertes ici, le temps que vous ayez le temps de déposer quelque chose si vous le souhaitez. Et nous, on fera le transmis de tout ça à Anne-Catherine dans le suivi. Merci beaucoup et bon après-midi.